petit quart d'heure toulousain. Bienvenue au grand séminaire de l'OMP. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Romain Lecomte-Chevillard. Merci à toi d'être venu. Donc, Romain est enseignant de philosophie dans l'Académie de Lille. Il a fait une thèse en philosophie générale des sciences à l'Université Paris-I, Panthéon-Sorbonne. Aujourd'hui, il travaille sur l'histoire de la philosophie, l'histoire et la philosophie de la cosmologie scientifique en tant que chercheur associé à l'Institut d'histoire de philosophie des sciences et des techniques. Et il est aussi enseignant au DU Explorer et comprendre l'univers de l'Observatoire de Paris-Meudon. Il est l'auteur de l'ouvrage Histoire d'une science impossible, cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours, qui sera publié au mois de mai et qui est lauréat du prix Marc-Auguste Pictet. Donc félicitations Romain. Et je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien là, il n'y a pas de souci. Ok, super. Je vous remercie d'abord Sylvie, Frédéric pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici à Toulouse. Moi, je viens de Lille. C'est pareil, il y a des briques partout, il y a des étudiants et des étudiantes partout. C'est juste qu'ici, vous avez une couleur du ciel un peu bizarre, là, bleue. Très étonnant. Et donc, je voulais vous dire, n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation s'il y a des choses qui vous semblent à préciser, à questionner, ou au contraire beaucoup trop évidentes. Donc je suis ravi d'être là, non seulement parce que j'adore Toulouse, mais aussi parce que ça va me permettre de discuter avec vous d'une question qui me taraude depuis un moment sur l'histoire et la philosophie de la cosmologie. Moi, je suis pas scientifique, j'ai suivi des formations à l'Observatoire de Paris-Meudon, mais ma formation ma thèse elle est en épistémologie, en philosophie des sciences. Et il y a une question qui me taraude depuis longtemps, c'est quand est-ce que la cosmologie est devenue une science et comment elle est devenue une science. Et je vais commencer tout de suite par dire que c'est une question qui, d'après moi, est presque insoluble en fait. Parce que c'est une question sur les origines, et les questions sur les origines en histoire, on sait bien qu'elles sont toujours très difficiles à trancher, puisque ça demande un regard rétrospectif. Et en histoire, normalement, on n'a pas de regard rétrospectif, on essaye de prendre le point de vue des contemporains. Et en plus de ça, c'est une question de périodisation. On sait bien que les questions de périodisation, elles sont toujours un peu trompeuses et arbitraires. Voilà, quand on fait commencer l'âge moderne en 1492, en histoire, on se doute bien que les gens ne sont pas réveillés le 1er janvier 1492 en se disant « Ah super, c'est la fin du Moyen-Âge, on en avait marre. » On se doute bien qu'il y a quelque chose d'arbitraire quand on propose des réponses à la question de quand est-ce que commence une période ou une science. Et donc voilà, je pense que c'est la question que je vais discuter avec vous aujourd'hui. C'est une question qui, est difficile à traiter, et en plus, je ne vais pas vous apporter de réponse. Je vais juste vous apporter des options possibles. Bon là, vous vous dites peut-être que c'est quand même très mal parti comme conférence si la question est mal posée et qu'en plus, il n'y a pas de réponse. Mais ce n'est pas pour ça que je pense que c'est une question qui n'est pas intéressante. Se demander quand est-ce que commence une science, en fait, c'est une question qui est intéressante pour poser la question de savoir quelle est la conception de la science que l'on a. Pour savoir quelle est la définition de la science que l'on a. Parce que pour pouvoir dire, avant, ce n'était pas de la science, maintenant, c'est de la science, il faut qu'on ait une réponse à un problème classique de philosophie des sciences, qui est le problème de la démarcation. Démarcation entre science et non-science. Et du coup, quand les scientifiques s'intéressent à des questions d'origine, comme par exemple Carlo Rovelli, qui a écrit un bouquin sur Anaximandre en disant « c'est le premier scientifique de l'histoire, c'est le début de la science », c'est très intéressant, non seulement parce que ça nous apprend des choses sur Anaximandre, mais aussi parce que ça nous apprend des choses sur la conception de la science qu'a Carlo Rovelli. Comment est-ce qu'il conçoit l'activité scientifique? Et donc, du coup, la question de savoir quand est-ce que commence la cosmologie scientifique, c'est une question qui est intéressante pour savoir, se poser tout simplement la question qu'est-ce qu'une science, et en particulier quel type de science est la cosmologie. Et ça, je pense que c'est une question vraiment fondamentale. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. C'est une question qui est difficile à la base et qui est encore plus difficile quand on parle de cosmologie. Parce que la cosmologie scientifique, c'est la science de l'univers. Alors parfois on rajoute de l'univers observable, mais dans tous les cas, c'est la science d'un système physique qui comprend les autres systèmes physiques. Donc d'un système global. Ce n'est pas la science directement de ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers, c'est la science de ce qui comprend les autres phénomènes physiques, les autres systèmes physiques. Et donc en tant que tel, par son objet, la cosmologie semble assez rétive à l'application des méthodes classiques qu'on utilise en science.
L'univers, c'est un objet tellement grand qu'on voit bien qu'on ne peut pas le manipuler en laboratoire. Donc, a priori, ça semble compliqué de penser à une méthode expérimentale en cosmologie. C'est un objet dont on a un seul exemplaire, donc on ne peut pas faire de statistiques dessus. Et puis, c'est un objet où même la méthode observationnelle est difficile à appliquer, puisqu'on fait partie de ce système. Donc, on ne peut pas l'observer de l'extérieur, comme on observerait, je ne sais pas moi, un organisme vivant, une population animale, dans son milieu. Donc, même la méthode observationnelle semble compliquée à appliquer à la cosmologie. Et c'est pour ça que la cosmologie a une histoire qui est très intéressante, qui est une histoire pleine de rebondissements et de chaos et de débats sur la scientificité de cette étude de l'univers. Et c'est pour ça que les réponses que je vais apporter à la question quand est-ce qu'a commencé la cosmologie, elles vont partir un peu dans tous les sens. D'abord, je vais examiner s'il n'y avait pas déjà une cosmologie au sens moderne du mot dès l'Antiquité. Ensuite, je vais examiner la date de 1917, qui était celle que j'avais choisie justement pour mon ouvrage, pour commencer mon ouvrage. Et puis, je vais montrer que c'est pas forcément une très bonne date, en fait, que j'ai choisie, 1917. Je suis un peu revenu de ça. Puis 1929, avec la découverte, je mets des gros guillemets autour de découverte, de l'expansion de l'univers. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que commence la cosmologie scientifique? Ou alors, est-ce qu'il faut attendre 1965 et les premiers modèles de Big Bang? Et puis, je vais montrer que même aujourd'hui, en fait, il y a toujours des débats sur la scientificité de cette discipline, des débats assez actifs, et je vais essayer de montrer pourquoi, si j'ai le temps, parce que ça fait quand même beaucoup au programme. Alors, je vais commencer par l'Antiquité. La cosmologie scientifique pendant l'Antiquité, est-ce qu'il y avait une cosmologie au sens moderne, au sens de science qu'on utilise aujourd'hui dès l'Antiquité? C'est ce que semble penser un philosophe et historien des sciences qui s'appelle Jacques Merleau-Ponty, qui est un des premiers universitaires à avoir consacré toutes ses recherches à l'étude philosophique et historique de la cosmologie. Voilà ce qu'il dit: entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 16e après, s'établit, se consolide et survit un système du monde, une cosmologie, qui est scientifique dans le sens le plus précis et le plus moderne du mot. Parce que la théorie, les observations, la mathématique s'y accordent d'une façon tout à fait remarquable. Donc ce qu'il est en train de nous dire ici, la thèse de Jacques Merleau-Ponty, c'est qu'on peut prendre nos lunettes d'historien de la science moderne, regarder la cosmologie telle qu'elle se faisait dans l'Antiquité grecque, et on va voir à peu près la même chose. On va voir les mêmes phénomènes, on va voir le même type d'activité scientifique. Et je pense qu'il a assez raison, parce que la cosmologie, elle naît au 4e siècle avant Jésus-Christ, dans le monde grec, et elle naît avec un astronome qui s'appelle Eudoxe de Cnide, qui est un élève, un disciple de Platon. Et Platon, dans un texte qui n'est pas un texte d'astronomie, de cosmologie, pas un texte scientifique, qui s'appelle le Timée, qui est un mythe raisonnable, c'est-à-dire une histoire que raconte Platon, mais qu'il pense être intéressante pour décrire la réalité. Eh bien, dans le Timée, Platon donne un objectif à l'astronomie. Il nous dit que l'astronomie doit sauver les phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver les phénomènes? Ça veut dire expliquer les mouvements apparents des planètes et des astres en général par la combinaison de mouvements circulaires uniformes. Pourquoi un mouvement circulaire uniforme? Déjà parce que, si vous ne le saviez pas, la sphère est la plus parfaite des formes, voilà, il faut le savoir. Et aussi parce que c'est des mouvements que connaissent bien les Grecs. Donc, qui peuvent utiliser la géométrie qu'ils ont sur le cercle pour combiner des cercles, des mouvements circulaires uniformes, et rendre compte de mouvements qui semblent beaucoup plus chaotiques. Et c'est ce que va faire Eudoxe de Cnide. Eudoxe, il va proposer un modèle géocentré, donc vous avez la Terre au milieu, d'accord, et Terre au milieu, et ensuite vous avez les planètes qui tournent autour de la Terre, et la sphère des fixes, qu'on appelle la sphère des fixes, qui clôt l'univers, qui se trouve ici, voilà, c'est toutes les étoiles qui forment les constellations, qui, elles, ne bougent pas les unes par rapport aux autres, et qui vient fermer ce monde clos sphérique, qui est aussi beau et organisé. Ça, c'est important pour les Grecs, qu'il y ait une forme d'harmonie dans la réalité, et c'est ça qu'on appelle un cosmos. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le terme cosmos, on le retrouve aussi dans cosmétique. C'est l'idée que la réalité, le monde, est bien organisé, manifeste par lui-même une certaine forme d'harmonie. Et c'est ainsi que Eudoxe de Cnide va proposer ce modèle-là, un modèle dans lequel il y a la sphère des fixes qui englobe tout, d'accord? Et ensuite, chaque planète a 4 sphères, 4 anneaux, si vous voulez,
un anneau qui explique le mouvement diurne, le fait que ça se lève et ça se couche tous les jours, que chaque planète se lève et se couche tous les jours, un autre qui explique son mouvement zodiacal, c'est-à-dire le fait que les planètes de nuit en nuit parcourent un chemin sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire dans le zodiaque, et puis deux autres sphères qui sont là pour expliquer les mouvements de rétrogradation des planètes, parce que vous savez, les planètes parfois semblent revenir sur leur chemin avant de repartir. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il est géométrisé, il est mathématisé, et en plus il fait des prédictions, donc on peut le confronter aux observations, et donc se met en place, à partir de là, des interactions entre la théorie et les observations, et ça va déclencher une mécanique de progrès scientifique. Alors, j'ai absolument pas le temps, je voulais vous parler de tout ça, mais j'ai absolument pas le temps de le faire. Je voulais juste vous mettre différents noms d'astronomes de l'Antiquité pour vous montrer qu'il y a vraiment un progrès continu qui ressemble énormément en fait, à ce qu'on peut voir, par exemple, à partir du XVIIe siècle en physique, à partir de la fin du XVIIIe siècle en chimie, ou au XIXe siècle en biologie. Une interaction, une dialectique entre les observations et les modèles théoriques, avec des révolutions, avec des modèles alternatifs. Enfin, on se retrouve vraiment face à quelque chose qui ressemble à de la science moderne, effectivement. Et qui ne s'arrête pas, hein, comme on le dit souvent, avec Ptolémée. Le modèle de Ptolémée, c'est un modèle géocentré avec des épicycles, va continuer à être amélioré, notamment par la femme astronome Hypatie d'Alexandrie, mais aussi par tous les savants du monde arabe et du monde perse. Hein, jusqu'au XVIe siècle, ce modèle va continuer à se développer. Donc, on peut bien dire qu'il y a une science, je suis assez d'accord avec Jacques Merleau-Ponty, il y a bien quelque chose qui ressemble vraiment à une science, qui est la cosmologie pendant l'Antiquité. Il y a bien une science du cosmos, et qui, en fait, le cosmos se confond avec le système planétaire, ce que nous on appelle aujourd'hui le système solaire. Mais si on dit que c'est bien, que la cosmologie a bien commencé pendant l'Antiquité, alors il faut admettre quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à admettre. Il faut admettre une vision discontinuiste et non cumulative de la science, c'est-à-dire qu'il faut admettre qu'en science, parfois, il y a des modèles, il y a des théories qui sont conformes aux observations, qui sont rationnelles selon les critères de l'époque et même selon les nôtres, et qui pourtant ont été complètement abandonnés, se sont révélés complètement faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette cosmologie, elle a quasiment rien laissé à notre cosmologie moderne. Elle n'a absolument rien laissé. Elle a laissé des choses à la mécanique céleste, mais pas à ce que nous, on appelle la cosmologie aujourd'hui. En fait, cette conception du cosmos, elle a disparu avec la révolution scientifique du XVIe, XVIIe siècle, qui commence avec la révolution copernicienne. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous mettez le Soleil au centre de l'orbite des planètes, et que vous faites de la Terre une planète comme les autres qui parcourt une orbite autour du Soleil, à ce moment-là, vous devriez observer une parallaxe annuelle des étoiles fixes. Comme la Terre se déplace, on devrait voir certaines étoiles sous différents angles, et donc leur position apparente devrait changer. Or, on n'observe pas à l'œil nu ça. Ça ne s'observe pas à l'œil nu. Donc, comment l'expliquer que ça ne s'observe pas à l'œil nu ? C'est ce que disait déjà Galilée lors de son procès. Si ça ne s'observe pas à l'œil nu, c'est parce que les étoiles sont très, très, très lointaines. Et ça a été un effet qu'on a un peu oublié, mais de la révolution copernicienne, c'est qu'elle a élargi énormément la taille du cosmos, la taille de l'univers. À tel point qu'on va en arriver rapidement, pour reprendre le titre d'un ouvrage de l'historien des sciences Alexandre Covey, on va arriver à passer d'un monde clos, fini, ce beau cosmos bien organisé, à un univers infini. C'est l'univers que vous trouvez dans la physique cartésienne, la physique de Newton aussi. Excusez-moi. Un univers dans lequel, en fait, il n'y a plus de limite. L'univers se confond avec l'espace lui-même, avec un espace absolu dans la conception de Newton, et il n'y a plus de limite, donc on ne peut plus dire grand-chose en fait au sujet de l'univers, à part qu'il est infini, on ne peut pas plus parler de sa forme, on ne peut plus parler de sa taille, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est infini. Voilà. Et donc il n'y a plus de possibilité de parler scientifiquement de la forme de l'univers. La cosmologie disparaît, la possibilité théorique de la cosmologie disparaît, ce qui apparaît à la place, c'est la possibilité d'une astrophysique, c'est-à-dire de parler avec les mêmes lois des phénomènes terrestres et des phénomènes astronomiques, d'accord, avec les lois d'abord de Descartes puis de Newton, qui unifient le mouvement des corps à la surface de la Terre et les mouvements dans les astres.
Mais la cosmologie, elle semble morte définitivement. Il n'y avait aucune raison de penser qu'elle réapparaîtrait. Il y avait même des arguments très développés par Kant, un philosophe du XVIIIe siècle, qui vous expliquait que c'était absolument impossible, que l'univers ne pourrait jamais être un objet de science. On pourra revenir dessus après, ça vous intéresse. Hein. Mais en tout cas, il y avait une bonne raison de croire qu'il n'y aurait plus jamais de cosmologie. Mais en 1917, on va observer une renaissance de la cosmologie. Alors, je vais un peu vite là-dessus. Cette renaissance, elle est rendue possible par une nouvelle théorie de la gravitation, qui est la théorie de la relativité générale. Pourquoi la théorie de la relativité générale rend possible à nouveau une cosmologie? Pour la simple raison qu'en fait, c'est une théorie dans laquelle le contenu de l'espace et du temps est lié à la forme de l'espace et du temps, lié à la courbure de l'espace notamment. Alors, je vous ai mis les équations de champ d'Einstein ici, pas pour en discuter, j'en serais bien incapable, mais pour vous montrer juste que ce qu'il y a à droite de l'équation, c'est ce qui décrit le contenu en matière et en énergie du système. Et ce qu'il y a à gauche, c'est ce qui décrit la géométrie de l'espace-temps. Et donc on voit bien dans la forme même de l'équation cette liaison entre les deux. Mais du coup, si on peut parler de la forme de l'espace-temps à partir de son contenu on peut l'observer, on peut le théoriser. Donc on va pouvoir aussi observer, théoriser la forme générale de l'espace-temps. Et donc redevient possible un discours scientifique sur l'ensemble de l'univers, compris comme l'ensemble de l'espace. Et c'est exactement ce que va faire Einstein 2 ans après avoir proposé les équations de champ de la relativité générale, dans un article qui s'appelle « Les Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie », ce qui se traduit dans langue de manière par les considérations cosmologiques. Et le terme est important, cosmologique, sur la théorie de la relativité générale. Et cet article-là est souvent considéré comme étant l'acte de naissance de la cosmologie contemporaine, comme le dit un historien qui s'appelle John Nance. Et c'est pour ça que moi-même, en écrivant une histoire de la cosmologie au XXe siècle, j'ai commencé par là. Mais qu'est-ce qu'il y a précisément dans cet article de 1917 ? En fait, il y a des choses très étonnantes, très bizarres. Et l'objectif d'Einstein, c'est pas du tout, il ne prend pas du tout son objectif comme disant, oui, on va faire renaître cette science de la cosmologie. Son objectif, c'est quoi ? C'est d'incorporer dans sa théorie de la relativité générale un principe qui s'appelle le principe de Mach. Là aussi, je vais passer dessus parce que c'est assez compliqué, assez long, mais en gros, ce principe de Mach, il impose quelque chose. Il impose que dans les solutions aux équations de la relativité générale, eh bien, les conditions limites décrivent des masses qui se situent, des masses très lointaines, et on ne peut pas accepter, d'après Einstein, des solutions aux équations de la relativité générale comme la solution de Schwarzschild, qui vous dit qu'à l'infini, vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de masse, qu'il n'y a pas de champ gravitationnel. Einstein ne veut pas ça, il veut des solutions à ces équations qui soient des solutions avec des masses à l'infini, enfin, en tout cas des masses lointaines. Et c'est pour ça qu'il va construire son modèle d'univers qui repose sur le fait que les vitesses des étoiles sont petites par rapport à celles de la lumière, c'est le seul fait astronomique qu'il utilise, et il fait une hypothèse d'homogénéité, l'idée que l'univers a une densité qui est à peu près uniforme. Et à partir de là, il conçoit un univers qui est replié sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est une hypersphère, un univers où il y a une courbure positive et globale de l'espace. Et on retrouve quelque chose, hein, vous voyez, dans cette conception-là. Hein. Alors attention, hein, c'est pas une vraie sphère, l'univers, c'est une sphère en 4 dimensions. C'est pas une vraie sphère. On ne revient pas à la conception antique du cosmos, mais on garde quelque chose. On retrouve un univers qui n'est pas clos, mais qui a une forme d'harmonie, une forme d'uniformité. Le problème, c'est que cet univers-là, de masse M, de courbure positive et de rayon R, il n'est pas une solution des équations de la relativité générale. Einstein est obligé de rajouter un terme dans cette équation, qui est le terme lambda, qu'on appelle la constante cosmologique. Il est obligé de le rajouter ici. Mais il le fait quand même parce qu'il pense que c'est vraiment important pour sa théorie d'incorporer le principe de Mach. Alors il déduit de ces nouvelles équations de la relativité générale, il déduit un certain nombre de relations entre lambda, la masse m de l'univers, son rayon R, etc. Mais aucune de ces équations n'est directement testable par les observations. Le modèle d'univers de Einstein, c'est un modèle qui n'a que très peu de lien, en fait, avec les observations astronomiques. Il le dit d'ailleurs très clairement. Hein. Il dit que cette conception de l'univers est exempte de contradictions logiques, mais ce n'est pas le lieu d'examiner ici si elle peut être soutenue du point de vue des connaissances astronomiques. Donc en fait, Einstein ne se préoccupe pas vraiment
de créer une science cosmologique, c'est-à-dire un modèle théorique qui pourrait être appliqué aux observations et qui pourrait être rectifié par les observations. Donc on ne peut pas vraiment dire en fait que 1917 c'est le début d'une cosmologie scientifique. Ça me semble être une mauvaise compréhension. Ce qui renaît en fait en 1917, c'est la possibilité théorique de parler de l'univers en tant que globalité, mais en fait, le modèle d'Einstein, ce n'est pas le premier paradigme de la cosmologie moderne. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle paradigme, mais un paradigme, en fait, c'est l'idée d'une théorie ou d'un modèle théorique qui a de tels succès qu'il fait une certaine forme de consensus, il attire à lui des chercheurs et des chercheuses. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe avec le modèle d'Einstein, parce qu'il n'a pas de lien suffisant avec les observations, mais aussi parce qu'il n'est pas le seul modèle d'univers compatible avec la relativité générale. En fait, très rapidement, dès 1917, il y a un astronome un néerlandais qui s'appelle Willem de Sitter, qui ressemble incroyablement à un professeur qui apparaîtrait dans Tintin, qui propose un modèle d'univers concurrent avec une courbure positive, une constante cosmologique, mais dans lequel il n'y a aucune matière, la densité est égale à 0. Et cet univers, c'est aussi une solution des équations d'Einstein. Et en plus de ça, il se paye le luxe, ce modèle d'univers, d'être statique, mais de prédire une récession apparente des galaxies. C'est un peu spécial, c'est un peu complexe, cet effet de Sitter, mais en gros, l'idée, c'est que même si les observatrices sont statiques les unes par rapport aux autres, elles vont avoir l'impression qu'elles s'éloignent les unes des autres. Et ça va avoir de l'importance pour la suite. Mais en gros, 1917, c'est pas vraiment le début de la cosmologie, de la science cosmologique, c'est le début des controverses autour de la cosmologie à partir de la relativité générale. Et les choses, en fait, vont commencer à évoluer, vont commencer à changer dans la décennie qui suit, dans les années 1920, avec la découverte, encore une fois avec des gros guillemets, de l'expansion de l'univers. En fait, dès les années 1920, il y a certains scientifiques, comme Alexander Friedman, qui vont rechercher de nouvelles solutions à la relativité générale, aux équations de la relativité générale, qui sont des solutions dynamiques, c'est-à-dire dans lesquelles le rayon de l'univers n'est pas une constante, mais évolue avec le temps. Et il trouve comme ça toute une famille de solutions, et il arrive à une équation qui porte son nom, qui est l'équation de Friedman, qu'on appelle aussi l'équation de Friedman-Lemaitre. Et cette équation, elle relie l'expansion de l'univers, le taux d'expansion de l'univers que vous avez là, à lambda, la constante cosmologique, ρ, la densité en matière-énergie, et k, la courbure, les paramètres cosmologiques principaux. Et Friedman, apparemment, aurait cherché à relier ces solutions-là aux observations. Mais il est mort très tôt, il est mort en 1925, lors de son voyage de noces à Odessa, en mangeant une pêche. Attention aux pêches. Il meurt très tôt, et c'est en fait un autre scientifique qui s'appelle Georges Lemaitre, qui est un personnage absolument incroyable, qui était à la fois scientifique et abbé, qui a fini à l'Académie des sciences pontificales, mais qui a toujours été séparé très clairement ce qui est du domaine de la foi et de la science. On peut en reparler après, c'est vraiment un personnage très intéressant. Qui redécouvre indépendamment les équations de Friedman et qui propose, en 1927, un article qui s'appelle « Un univers homogène de masse constante, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques ». Ouvrage écrit en français, enfin, article écrit en français, dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles, donc autant vous dire que personne ne l'a lu à l'époque. Mais ce texte est le premier dans lequel il y a une prédiction d'un phénomène qui commençait à être observé, à être connu, qui est la récession des galaxies. Parce qu'à partir des années 1910, il y a un certain nombre d'astronomes, notamment états-uniens, comme Besto Silfer, qui vont faire des spectres de galaxies, enfin de nébuleuses. Jusqu'à l'époque, on ne sait même pas si c'est des galaxies extérieures à la nôtre. Faire des spectres de nébuleuses, ils se rendent compte que ces spectres sont décalés vers le rouge, ce qui indique un effet Doppler-Fizeau, c'est-à-dire une rétrogradation, une récession des galaxies. Et ce que prédit Georges Lemaitre, c'est que si votre univers est en expansion, on a un univers où l'espace lui-même est en expansion, eh bien, plus une source est lointaine, plus elle est éloignée de nous par des unités d'espace, eh bien, si l'univers est en expansion, c'est-à-dire si l'espace lui-même s'étire, eh bien, plus une source est lointaine, plus il y a d'unités d'espace entre nous et elle, plus elle va s'éloigner vite. Il est le premier à prédire la linéarité de la relation entre la distance d'une source et sa vitesse de récession. Il prédit ça dès 1927 dans son article.
qui va être oublié, qui ne va pas être lu, notamment qui ne va pas être lu par quelqu'un qui s'appelle Edwin Hubble, qui est un astronome états-unien, qui, reprenant les résultats de Vesto Slipher et d'une astronome qui s'appelle Henrietta Leavitt, qui avait donné une technique pour mesurer la distance, enfin, la luminosité intrinsèque des étoiles céphéides, donc qui donnait une chandelle standard pour mesurer la distance d'objets lointains, y compris des galaxies. Ce que fait Edwin Hubble en 1929, c'est qu'il regarde la vitesse de récession des galaxies, il estime leur distance, il l'estime très mal, mais c'est pas grave, parce qu'il a un biais systématique, donc pour nous, c'est pas important. Et ce dont il se rend compte, c'est qu'il y a une linéarité entre la distance des galaxies et leur vitesse de récession. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Vous connaissez, c'est la loi de Hubble, qu'on appelle aujourd'hui relation de Hubble-Lemaitre, en référence à l'abbé Lemaitre, qui l'avait prédit 2 ans plus tôt. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est formidable, on a quelque chose comme une magnifique confirmation d'une prédiction par les observations. Et c'est effectivement comme ça que les contemporains vont comprendre ce qu'a fait Hubble. Ils vont comprendre la découverte de Hubble comme étant une confirmation d'une prédiction de Lemaitre. De Sitter dit par exemple, c'est une solution d'une simplicité telle, donc la solution de Lemaitre, qu'elle apparaisse évidente d'elle-même. Elle ne peut laisser le moindre doute que la théorie de Lemaitre est essentiellement vraie. Et même chose chez Eddington. Et vous avez même des gens comme Einstein et De Sitter qui avaient proposé des univers statiques et qui considéraient que c'était impossible de penser à des univers dynamiques, qui vont se rallier après la découverte de Hubble, qui vont se rallier à l'idée d'univers dynamique. Et Einstein et De Sitter ont proposé un modèle, le modèle Einstein et De Sitter, dans lequel lambda est égal à 0, la courbure est égale à 0, donc du coup, le taux d'expansion de l'univers est directement relié uniquement à la densité de l'univers. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble vraiment au début d'une science, selon la conception classique. Comment commence une science d'après la plupart des historiens et philosophes des sciences? Les historiens et philosophes des sciences et historiens des sciences sont pas d'accord sur plein de choses, mais là-dessus, ils sont assez d'accord. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Emmanuel Kant, un philosophe des Lumières, qui dit, en fait, une science, lorsqu'elle réussit à interroger la nature, lorsqu'elle réussit à avoir un certain nombre de succès, elle rentre sur la voie sûre d'une science. C'est-à-dire qu'elle va commencer à faire des progrès, elle va faire l'unanimité autour d'elle, elle va délimiter son domaine et elle va avoir des progrès. Même chose, Thomas Kuhn, qui est un historien des sciences du XXe siècle, qui vous dit quand est-ce que commence une science? Et quand elle rencontre ses premiers succès. Parce que quand une théorie, un modèle va rencontrer un certain nombre de succès, ça devient un paradigme, ça devient c'est-à-dire un exemple à suivre et à reproduire pour résoudre d'autres problèmes. Et du coup, quand il y a un certain nombre de succès d'un modèle théorique, il est suffisant pour attirer des chercheurs et des chercheuses qui vont y consacrer leur carrière. Et vous retrouvez ça aussi chez des philosophes comme John Rawls, qui va être encore plus précis, qui vous dit une science, elle devient vraiment mature, elle commence à être une vraie science authentique, à partir du moment où elle prédit, non pas elle ne fait pas juste une induction à partir des données déjà observées, mais où elle va vraiment prédire de nouveaux phénomènes ou de nouvelles lois empiriques. Et bien, si vous regardez l'exemple de Lemaitre qui prédit la relation de Hubble, c'est exactement ce à quoi on a affaire. On a un succès prédictif. Donc on pourrait se dire, ça y est, la cosmologie est devenue une science, elle est bien partie, elle va rester sur ce chemin-là. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. C'est absolument pas ce qui va se passer. En fait, dès les années 30, ça commence à être non pas un accord sur le modèle de Lemaitre, un modèle relativiste, mais au contraire, commence à y avoir plein de modèles alternatifs différents. En fait, dans les années 30, tout le monde va y aller de sa petite explication des redshifts, des décalages vers le rouge. Hubble lui-même, qu'on appelle souvent le découvreur de l'expansion de l'univers, n'a jamais cru qu'il avait découvert l'expansion de l'univers. Il a toujours considéré qu'en fait, ce qu'il avait observé, c'était un phénomène de récession apparente mais non réelle. Et il raccroche en fait ce qu'il découvre à l'effet de Sitter dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des astronomes comme Zwicky ou Takeuchi qui vont proposer des hypothèses de lumière fatiguée. L'idée, c'est que les sources ne s'éloignent pas réellement. Ce qui se passe, c'est que la lumière qui nous parvient des sources, elle va se fatiguer, c'est-à-dire qu'elle va se décaler progressivement vers le rouge, avec un effet qui est proportionnel à la distance. Les hypothèses de lumière fatiguée ont connu un grand succès, elles sont loin d'être idiotes, et elles ont connu un grand succès,
J'en parlais avec un astronome de l'Observatoire de Paris qui me disait que jusque dans les années 70, on parle de ça en France comme une explication plausible des redshifts, des décalages vers le haut. Vous avez aussi un Britannique qui s'appelle Edward Min qui va proposer une explication cinétique. L'idée, c'est que, en fait, si on cherche vraiment l'explication la plus simple au décalage vers le rouge, c'est pas qu'il y a une expansion de l'espace, c'est tout simplement que les galaxies s'éloignent réellement de nous, dans l'espace. Elles s'éloignent réellement de nous comme des particules d'un gaz en diffusion. Et puis vous avez encore d'autres modèles, comme Eddington, qui propose de déduire toutes les constantes de la physique à partir de la relation de Hubble. Et vous avez même Paul Dirac, qui s'est illustré dans la mécanique quantique, mais qui va venir dans le domaine de la cosmologie proposer un modèle où il y a une gravitation, une constante de la gravitation qui évolue, et où il y a une création continue de matière. Bref, il y a tout un zoo de modèles alternatifs. Il n'y a pas un consensus qui se crée autour du modèle de Lemaître, loin de là. Au point que, à un moment, il y a quelqu'un que ça va énerver. Ce quelqu'un, c'est Herbert Dingle. Herbert Dingle, c'est un astronome et physicien autodidacte qui se pose lui-même comme un défenseur de la science vraie, authentique, c'est-à-dire britannique. C'est quoi la science britannique? C'est la science de Bacon, c'est la science de Newton, c'est celle qui est fondée sur les observations à partir d'induction. Et donc, quand il voit Eddington, Dirac, Min, etc., faire tout ça, à un moment, il explose. Et il écrit un texte pour Nature, un article qui s'appelle Modern Aristotelianism, qui est incroyable. C'est bien un article paru dans Nature, mais c'est un article qui est un torrent d'insultes. Il n'y a que ça. Il n'y a quasiment aucun argument dedans. Et, alors je vous en ai mis les meilleures pages, mais il faut aller le lire parce que c'est incroyable de se dire que ça a pu paraître dans une revue scientifique comme Nature. Donc voilà, ce phénomène peut être décrit comme une idolâtrie dont l'univers est le Dieu. Cette cosmolatrie, comme on pouvait s'y attendre, provient de la métaphysique via les mathématiques. En lieu et place d'une induction à partir des phénomènes observables, on nous offre une cosmomythologie invertébrée et pseudo-scientifique. Et ça continue en disant, et on nous enjoint de nous suicider pour nous épargner la peine de mourir. Bref, c'est génial, c'est 4 pages d'insultes, d'une rhétorique en tout cas très vive. Et alors bien évidemment, il va y avoir plein de gens qui vont écrire à Nature pour répondre à Dingle. Nature va publier un supplément exceptionnel qui s'appelle Physical Science and Philosophy. Donc dans les pages même de Nature, vous allez avoir un débat sur la scientificité de la cosmologie. Alors pour le bouquin, j'avais essayé de faire un petit schéma pour essayer de résumer, de synthétiser, de simplifier ce débat. Je suis arrivé à ça. Donc autant vous dire que l'objectif de simplification n'est pas réussi. Et en philosophie des sciences, nous, on a un terme un peu technique pour parler de ce genre de débat. On appelle ça un beau foutoir, parce que là, ça part dans tous les sens. Mais en même temps, c'est très intéressant. Ça montre que les scientifiques de l'époque prennent en charge eux-mêmes et elles-mêmes la question de la scientificité de leur discipline. Mais ça va poser à la cosmologie de graves soucis, puisque la cosmologie va être considérée comme n'étant toujours pas une science, même après la Seconde Guerre mondiale, par de nombreux astronomes et physiciens, physiciennes. Vous avez encore, en 1954, des articles qui paraissent sous le titre Is Physical Cosmology a Science? Et vous avez cette citation que j'aime beaucoup de Peter Scheuer, qui dit à un de ses étudiants qui vient le voir en disant j'aimerais bien faire, Peter Scheuer c'est un astronome, donc son étudiant est un astronome, et lui dit j'aimerais bien faire carrière dans la cosmologie, et voici ce que lui répond Peter Scheuer. La cosmologie est une science où il n'y a que 2 faits et demi. La nuit est noire, les galaxies sont en récession, et l'univers est probablement en évolution. Donc ça montre bien qu'à l'époque, on considère qu'il n'y a pas encore réellement de scientificité, en tout cas pas suffisamment de lien avec les observations pour dire que la cosmologie est une science. Mais, en 1963, quand Peter Scheuer dit ça, en fait, les choses sont déjà en train de changer. Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle génération de cosmologistes qui arrive sur la scène. Cette nouvelle génération, elle a travaillé, elle s'est rencontrée, elle a été influencée par les grands projets militaro-scientifiques qui ont été développés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le projet Radar, le projet Manhattan. Et cette génération va donner naissance à 2 nouvelles théories. Enfin, même plus, mais il y en a 2 qui vont nous intéresser. 2 nouvelles théories de chaque côté de l'Atlantique. La première théorie, c'est la théorie de la nucléosynthèse primordiale, celle de Georges Gamow, Alpher et Harman, qui est une théorie qui dit, tout simplement, si
l'expansion de l'univers fait décroître la densité de matière. Si on remonte dans le temps, on devrait voir la densité de matière augmenter. Matière et énergie, on devrait l'avoir augmentée, jusqu'au point où on arrive à un état de l'univers où la densité est telle, et la température est telle qu'il doit y avoir des réactions thermonucléaires. Et donc, il doit y avoir une nucléosynthèse qui se passe dans l'univers. C'est la nucléosynthèse primordiale, on l'appelle comme ça. C'est ce qui va devenir la théorie du Big Bang, très clairement. Et donc, ils font un certain nombre de prédictions à partir de là, des abondances des éléments chimiques dans l'univers, mais aussi une prédiction d'un rayonnement qui devrait venir de cet état dense et chaud de l'univers, rayonnement qui devrait nous parvenir de tout l'univers, donc de toutes les régions du ciel, qui devrait être très fortement isotrope. C'est le rayonnement de fond cosmologique qu'ils sont en train de prédire. De l'autre côté de l'Atlantique, à Cambridge, vous avez un autre trio de scientifiques, Hermann Bondi, Gold et Fred Hoyle, Thomas Gold et Fred Hoyle, qui vont proposer une théorie radicalement opposée. C'est la théorie de l'état stationnaire. Eux, ce qu'ils disent, c'est oui, l'univers est bien en expansion, mais on peut supposer que sa densité reste la même si on imagine un mécanisme de création de matière qui va compenser en fait l'expansion de l'univers, qui va compenser l'augmentation du volume de l'univers et qui va faire que la densité reste constante, à peu près, au cours de l'histoire de l'univers. Donc là, on a des prédictions qui sont radicalement opposées. Les prédictions de la théorie de l'état stationnaire, c'est que les objets qui sont lointains, donc anciens, et les objets qui sont proches, sont des objets qui doivent avoir à peu près le même aspect, la même tête. Il y a des prédictions qui concernent la courbure de l'espace, elle doit être égale à 0. Il doit y avoir une accélération constante de l'univers, de l'expansion de l'univers. Donc, c'est une théorie qui est aussi la théorie de l'état stationnaire est aussi une théorie qui est très prédictive. La thèse que je soutiens dans mon bouquin, c'est qu'elle est très prédictive, notamment parce que ces trois scientifiques, et notamment Hermann Bondi, ont été influencés par la lecture d'un ouvrage du philosophe des sciences Karl Popper. Et ce que dit Karl Popper, c'est que, en gros, vous pouvez imaginer les hypothèses que vous voulez en science. Vous pouvez très bien imaginer une création continue de matière, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de fonder vos hypothèses directement sur les observations. Mais par contre, si vous voulez qu'une hypothèse soit scientifique, il faut que vous puissiez en tirer des prédictions qui pourraient être contredites par les observations. Un modèle scientifique est un modèle réfutable. Pas réfuté, mais réfutable. C'est-à-dire qu'il est possible d'imaginer une expérience qui viendrait la contredire. Et donc, les partisans de la théorie de l'état stationnaire, que l'on accuse de faire une théorie complètement non scientifique, vont aller chercher plein de prédictions, plein de thèses de leur théorie. Alors, je ne vais pas les détailler, je suis dans leur retard, mais en gros, ils vont aller discuter avec des philosophes, des astronomes, qui sont des astronomes qui travaillent dans l'optique, en Alan Sandage, mais aussi avec les radioastronomes, avec Martin Ryle notamment, qui est à la tête du laboratoire, de l'Observatoire de radioastronomie de Cambridge, et ils vont aussi travailler sur la nucléosynthèse stellaire, parce que dans la théorie de l'état stationnaire, vous n'avez pas de nucléosynthèse primordiale. Donc, tous les éléments chimiques de l'univers doivent être produits à l'intérieur des étoiles. Et donc, c'est pour ça que Hoyle, avec notamment Margaret Burbidge et son époux, Geoffrey Burbidge, et Fowler, vont développer les premières théories précises quantitativement de la nucléosynthèse stellaire, donc de comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe en termes de réaction thermonucléaire à l'intérieur des étoiles. Et donc, du coup, c'est bien la théorie de l'état stationnaire, qui est une théorie aujourd'hui considérée comme réfutée, mais qui va commencer à tisser des liens avec différents domaines en dehors de la cosmologie, avec la radioastronomie, avec l'astronomie optique, avec la physique nucléaire. Mais à partir du début des années 60, tout ça, ça se passe dans les années 50, mais à partir du début des années 60, eh ben, la théorie de l'état stationnaire va commencer à être de plus en plus décrédibilisée par les observations, et au contraire, la théorie du Big Bang, celle qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang, théorie de la nucléosynthèse primordiale, va se voir de plus en plus confirmée par les observations. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a la découverte des quasars. Donc les quasars, aujourd'hui, on sait ce que c'est, c'est un consensus sur ce que c'est. Ce sont des trous noirs supermassifs qui donnent des noyaux galactiques actifs. Bon, à l'époque, on ne sait pas ce que c'est, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est très lointain et c'est très brillant. Si c'est très lointain et très brillant, ça veut dire qu'il y avait des objets dans le passé de l'univers qui étaient beaucoup plus brillants que ce qu'on observe aujourd'hui dans notre entourage. Et donc que l'univers a connu une évolution, qu'il y a des objets qui n'existent plus, qui ont existé par le passé, qui n'existent plus aujourd'hui. Il va aussi y avoir, bien évidemment, la découverte du fond diffus cosmologique. Donc ce rayonnement très isotrope qui nous parvient de toutes les directions du ciel. La prédiction de Halfer et Hermann avait été complètement oubliée, mais elle va être redécouverte indépendamment par Bob Dickey et Jim Peebles.
de Princeton. Et il va y avoir aussi, donc la prédiction va être refaite par ces deux astrophysiciens. Mais surtout, en fait, on va découvrir ce rayonnement. C'est Penzias et Wilson, deux ingénieurs des laboratoires Bell, qui, avec leur fameuse antenne en forme de corne, lorsqu'ils pointent dans toutes les directions du ciel leur antenne, ils se rendent compte qu'il y a un biais systématique de quelques Kelvin, et c'est ça qui va être interprété comme ce rayonnement de fond diffus cosmologique. Mais il y a aussi d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le fond diffus cosmologique qui fait basculer l'histoire en faveur de la théorie du Big Bang. Il y a aussi le calcul des abondances d'hélium dans l'univers, qui va être fait notamment par Hoyle d'ailleurs, qui marque là ici un but contre son camp, parce que Hoyle montre que l'hélium dans l'univers, on peut en rendre compte, les proportions d'hélium dans l'univers, on peut en rendre compte que si on suppose qu'il y a bien eu une nucléosynthèse qui n'est pas que stellaire, donc une autre forme de nucléosynthèse que la nucléosynthèse dans les étoiles, et donc très probablement une nucléosynthèse primordiale. Et enfin, il y a un dernier phénomène qui est important, qui est un peu oublié, qui est le fait que dans les années 60, il y a un renouveau des études sur la relativité générale, parce que la relativité générale avait été une théorie qui avait été un peu oubliée, un peu mise de côté, depuis les années 20, grosso modo, depuis la fin des années 20. Et il va y avoir un renouveau des études sur la relativité générale, notamment avec les théorèmes de singularité de Penrose et de Stephen Hawking, qui sont des théorèmes qui montrent que sous certaines conditions d'énergie, la relativité générale aboutit à des espaces-temps, il y a des singularités, c'est-à-dire où il y a des points de l'espace-temps où la densité, par exemple, certaines grandeurs comme la densité, atteignent des valeurs infinies. Bon, c'est beaucoup trop, là je ne suis pas du tout assez formé pour pouvoir en parler en tant que scientifiquement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1968, Stephen Hawking et George Ellis vont montrer que si on accepte que le rayonnement qui a été découvert par Penzias et Wilson, c'est bien un rayonnement d'origine cosmologique, alors on peut démontrer que l'univers a connu une singularité. Donc là, vous semblez presque avoir une démonstration mathématique du Big Bang. Donc, la théorie du Big Bang, le modèle du Big Bang, c'est un modèle de convergence. C'est un modèle où convergent les études en radioastronomie, c'est très important, en physique nucléaire, en relativité générale. Ces différentes disciplines se retrouvent autour de ce modèle-là. Et ça se voit bien dans ce que dit un physicien qui s'appelle Steven Weinberg, qui a commencé à travailler en cosmologie à cette époque-là. Alors désolé, la citation est un peu longue, mais elle est importante. C'est dans une interview qu'il fait dans les années 90. Il dit, voilà, la découverte du fond diffus cosmologique a tout changé, parce qu'elle a transformé la spéculation cosmologique sur les premières minutes en une science normale et respectable. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, calculait les effets de nouveaux neutrinos sur la nucléosynthèse primordiale, c'était vu comme un sujet respectable. C'est important que ça soit respecté, que ça soit reconnu dans d'autres communautés scientifiques que la communauté des cosmologistes. Vous étiez en train de travailler dans un cadre scientifique que tout le monde comprenait et qui avait connu plusieurs succès. Alors, ce n'était peut-être pas vrai, mais au moins, cela valait la peine d'être fait. Donc, ce qui arrive en fait avec cette convergence de différents domaines autour du modèle du Big Bang, c'est le fait que la cosmologie devient un sujet qui est reconnu, qui est accepté. Pas simplement par quelques physiciens, physiciennes, mais qui est accepté dans l'ensemble de la communauté des sciences astronomiques et physiques. Et là, il va y avoir quelque chose de très important aussi, c'est le lien qui se crée entre physique des particules et cosmologie. À cette époque-là, on se rend compte que le nombre de familles, par exemple leptons dans le modèle standard des particules, a une influence sur la nucléosynthèse primordiale. Plus vous avez de leptons, plus vous avez de neutrinos. Et les neutrinos vont accélérer la nucléosynthèse primordiale. Si vous accélérez la nucléosynthèse primordiale, eh bien, vous n'allez pas avoir d'équilibre dans le ratio entre neutrons et protons. Et vous allez avoir plus de neutrons. Et du coup, vous avez plus, à la fin de la nucléosynthèse primordiale, vous avez plus d'hélium-4 dans l'univers. Or, l'hélium-4, une fois que vous l'avez, il ne disparaît pas. Donc, ça vous donne, quand vous mesurez les proportions d'hélium-4 dans l'univers, ça vous donne une sorte de plafond, quoi, qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir une nucléosynthèse primordiale qui donne plus d'hélium-4 que ce qu'on observe. Et du coup, ça vous permet de limiter le nombre de leptons et le nombre de neutrinos dans l'univers. C'est ce dont parlait d'ailleurs ici Steven Weinberg. Hein. Si quelqu'un, par exemple, calculait les effets de nouveaux neutrinos sur la nucléosynthèse primordiale, c'est ça. C'est ces travaux qui sont faits
à partir des années 60. À nouveau, on retrouve Fred Hoyle qui continue à marquer contre son camp, mais aussi un physicien russe comme Schwarzmann ou les travaux de Steinman, Schrammingen, qui limitent le nombre de leptons, le nombre de familles de leptons à 5, ce qui ensuite va être vérifié dans les grands accélérateurs de particules dans les années 80. Donc là, vous voyez, la physique des particules semble trouver dans la nucléosynthèse primordiale, dans la cosmologie, quelque chose qui l'intéresse. Quelque chose qui, en fait, vient remplacer ce qu'elle peut faire, ce que la physique des particules peut faire dans des accélérateurs de particules. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour la reconnaissance de la cosmologie. Quelqu'un comme Denis Sciama, qui est un autre cosmologiste important de cette époque, écrit voilà, la cosmologie, les physiciens en général et les physiciens des particules en particulier disaient que la cosmologie était fortement spéculative, que tout était incertain, ils étaient très dédaigneux. Mais les choses se mirent à changer quand, par exemple, les physiciens réalisèrent que la cosmologie pouvait faire bien mieux que la physique des particules quand il s'agissait de restreindre le nombre de types de neutrinos. Là, les physiciens ont dû admettre que les cosmologistes tenaient quelque chose. Et donc cette période qui s'ouvre avec 1965, la découverte du fond cosmologique, et qui continue dans les années 70, c'est le moment où progressivement les différentes sciences autour de la cosmologie reconnaissent que la cosmologie est importante, qu'elle peut être intéressante pour eux et pour elles. Et ça va aussi avoir une importance. Bon, je vais passer là-dessus assez rapidement parce que je voudrais terminer quand même avant 13h40. Enfin, je vais essayer de terminer à midi. Ça va être important aussi parce que en URSS, au même moment, vous avez un certain nombre de scientifiques comme Sakharov ou Zelkovitch qui travaillaient sur des projets militaires, travaillaient en fait sur la bombe H, qui vont revenir aux études académiques. Donc c'est des physiciens nucléaires, des physiciens des particules, hein, ces gens-là, et qui vont se mettre à travailler en cosmologie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accès à autant de crédits qu'ils avaient lorsqu'ils bossaient pour l'armée, et ils n'ont pas vraiment d'accélérateur de particules, pas vraiment de synchrotrons. Et donc, pour faire des recherches sur la physique des particules, ils vont se tourner vers la cosmologie. Et c'est resté fameux dans une phrase de Zelkovitch qui dit « L'univers est l'accélérateur de particules du pauvre ». Bah oui, pour lui, c'était vraiment littéralement ça. J'ai plus de crédit, j'ai plus d'accélérateur de particules qui peut rivaliser avec ceux qu'on trouve à l'ouest. Qu'est-ce que je fais ? Je fais de la cosmologie. Et il a eu une carrière assez incroyable, parce que Zelkovitch a influencé tous les domaines de la cosmologie pendant les années 70-80. Et il a entraîné avec lui toute une génération de cosmologistes soviétiques qui vont se mettre à s'intéresser au modèle du Big Bang, alors que jusque-là, la cosmologie était considérée comme une science qui était non soviétique. Parce que si on parle d'une origine de l'univers, ça sent un peu la théologie. Et donc, ça n'était pas très bien vu en URSS de faire de la cosmologie. Mais à partir de là, ça redevient une science qui est très investie par les savants soviétiques et qui vont faire progresser énormément cette discipline aussi. Bon, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'origine de la cosmologie scientifique, le premier paradigme, c'est un premier modèle qui fait consensus et qui lance la cosmologie sur la voiture d'une science, c'est le modèle du Big Bang? Oui, je pense que c'est quand même on peut dire ça. D'ailleurs, il y a pas mal d'autres signes que ce que je viens de vous présenter. Il y a aussi le fait que c'est l'époque où apparaissent les premiers manuels de cosmologie. Donc la cosmologie devient quelque chose que vous pouvez étudier à l'université, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il y a, comme je vous disais, une extension internationale. C'est plus simplement les pays anglo-saxons qui font de la cosmologie. Ça se fait aussi à l'est, de l'autre côté du rideau de fer. C'est très important. Et puis, il y a des intérêts scientifiques qui viennent d'autres domaines, qui vont commencer à faire de la cosmologie, et ça, c'est très important. Mais si vous dites ça, si vous dites que la cosmologie, elle naît à ce moment-là, elle naît parce que vous avez différentes sciences qui reconnaissent la cosmologie comme étant un sujet respectable et intéressant, et qui leur apportent leur méthode, eh bien, vous sortez complètement de la conception classique des sciences, en fait. Vous êtes obligé d'admettre que la cosmologie, c'est une science pluraliste, qui est née d'une interaction entre différentes disciplines et de leur intégration les unes aux autres. La notion de science pluraliste, c'est une notion qui a été développée notamment par Stéphanie Ruffy, qui est une philosophe des sciences françaises. Là, je vous ai mis le bouquin en anglais parce que je trouvais que la couverture était plus belle qu'en français, mais il a d'abord été écrit en français. Hein. C'est tout à fait lisible et très intéressant. Pluralisme scientifique, où elle montre bien que, en fait, l'idée sur laquelle chaque science est dans son couloir étudie son objet avec sa méthode, c'est pas complètement vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, et notamment au XXe, XXIe siècle. Les sciences au XXe, XXIe siècle ne naissent plus, ne se développent plus comme c'était le cas il y a 100 ans.
les sciences qui sont apparues au cours du XXe, XXIe siècle sont des sciences qui ont acquis leur statut scientifique, non pas en délimitant finalement un domaine qui leur est propre, mais en croisant des approches très différentes. C'est ce qu'on retrouve avec les sciences du climat, c'est ce qu'on retrouve avec les sciences cognitives, et c'est ce qu'on retrouve aussi avec la cosmologie. Donc, moi, ma thèse, c'est celle-là. Mon idée, c'est celle-là, c'est que quand est-ce que la cosmologie est devenue une science? Alors, en tout cas, c'est devenu une science reconnue dans les années 60-70. Et comment est-ce qu'elle est devenue une science? Elle est devenue une science non pas en délimitant son précaré, mais en montrant que tout le monde était invité pour la fête au sein de la cosmologie. Voilà, alors, moi 5 minutes pour terminer. Je vais vous le dire, je ne vais pas y arriver, mais bon, je vais essayer d'aller très rapidement. Donc, même si, dans les années 60-70, la cosmologie se constitue vraiment comme une science reconnue, ça ne veut pas dire pour autant que ça reste une science comme les autres. Et ça se voit dans le fait que le modèle du Big Bang, il a été presque immédiatement, dès qu'il est devenu le modèle standard, le paradigme, il a été immédiatement attaqué. Et la scientificité de ce modèle et des hypothèses auxiliaires qu'on lui a ajoutées ont été contestées. Donc je vais aller assez rapidement là-dessus, juste pour vous dire, il y a quand même des énormes succès du modèle du Big Bang, ça c'est absolument évident. D'accord, que ce soit par exemple la mesure du spectre du corps noir du fond diffus cosmologique, qui suit la courbe théorique du corps noir avec une précision telle qu'il faut augmenter, je crois, fois 50 les barres d'erreur des mesures de Kobe pour qu'on les voit sur le graphique. Il y a eu plein, vraiment, il y a eu plein de succès incroyables du modèle du Big Bang, mais il y a eu aussi pas mal de modifications de ce modèle par rapport au modèle standard des années 70. Vous savez, le modèle actuel, on l'appelle le modèle lambda CDM. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté lambda, la constante cosmologique, pour rendre compte de l'accélération de l'expansion de l'univers, et CDM pour cold dark matter, pour pouvoir rendre justement compte de ces anisotropies qu'on trouve dans le fond diffus cosmologique. Et il y a eu d'autres extensions, d'autres hypothèses auxiliaires qui ont été rajoutées au modèle du Big Bang, par exemple, celle que je vais discuter un peu avec vous, parce que c'est celle dont je parle aussi dans mon livre, c'est la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation, c'est une théorie qui dit que dans les années, c'est une théorie qui a été proposée dans les années 80 par Alan Guth, justement un physicien des particules, quelqu'un qui vient de la physique des particules, qui reprend une idée d'un russe qui s'appelle Stavrodinsky, mais qui dit que l'idée, c'est celle-ci, c'est que l'univers jeune a eu une phase d'expansion exponentielle, c'est-à-dire qu'il a grandi énormément, très rapidement, de manière très brève, dans un temps très très bref. Et ça permet de résoudre deux problèmes du modèle du Big Bang. Le premier, c'est que l'univers est quand même très plat, alors que normalement, la courbure nulle, ça devrait être quelque chose, ça devrait être une position instable. Donc si vous avez un univers qui a une inflation, c'est-à-dire cette expansion exponentielle, vous expliquez ça par le fait que dans notre univers observable, avec une expansion exponentielle, la courbure tend vers 0. Et puis ça explique aussi pourquoi le fond diffus cosmologique est aussi isotrope. Parce que normalement, il ne devrait pas. Enfin, c'est étonnant qu'il le soit aussi isotrope, puisque vous avez des points du fond diffus cosmologique qui n'ont jamais été en contact causal. Comment ça se fait qu'ils aient à peu près la même température? Et ce que vous dites avec un modèle d'inflation, c'est que ces points, comme le point A et B, étaient en contact causal, mais ils ont été énormément éloignés, et maintenant, ils sont tellement loin qu'ils n'ont plus de contact causaux possible. Donc cette théorie de l'inflation, elle vient résoudre un certain nombre de problèmes de l'hypothèse du Big Bang, mais en fait, le problème, c'est que c'est une théorie qui est très spéculative. On n'a pas de candidat pour l'instant pour expliquer le champ scalaire qui serait responsable, ou les champs, parce que le modèle a plusieurs champs, pour expliquer cette expansion exponentielle. Et du coup, ça a fait dire à certains, et certaines, que le modèle de l'inflation, ce n'était pas un modèle scientifique. Et c'est notamment ce que dit Karl Popper. Karl Popper, qui était donc ce philosophe des sciences qui dit que tout modèle, toute théorie doit être réfutable, c'est assez intéressant. On a son avis sur la cosmologie en 1994, juste avant sa mort, et il vous dit, selon la théorie, la cosmologie n'est pas de la science. D'abord parce qu'elle introduit une nouvelle hypothèse auxiliaire à chaque fois qu'une théorie est réfutée, c'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'il y a une observation qui pourrait mettre à mal la théorie du Big Bang, on rajoute une petite hypothèse auxiliaire pour la protéger, et pour sauver de la réfutation, la théorie du Big Bang. Et deux, elle se soutient mutuellement avec la théorie des particules,
avec la physique des particules, mais les critiques, les expériences critiques sont ignorées. Et donc, pour lui, en fait, la cosmologie a quitté le chemin de la science précisément au moment où moi je vous disais qu'elle commençait à rentrer dessus, c'est-à-dire dans son lien avec la physique des particules. Et il n'est pas le seul à dire ça, hein. C'est pas juste un vieux philosophe grognon qui dit ça. Vous avez aussi Paul Steinhardt, par exemple, qui était un des pères de la théorie de l'inflation, qui va faire des critiques très similaires, en disant que c'est un cas de science extra-empirique, non empirique. Je passe dessus. On pourra revenir dessus tout à l'heure si vous voulez. Et vous avez des mêmes critiques qu'on retrouve sur la notion de constante cosmologique ou d'énergie sombre, ou sur la notion de matière noire. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose au modèle du Big Bang, vous trouvez des physiciens, des physiciennes, des gens qui disent « Ah bah oui, vous voyez bien ce que vous êtes en train de faire, c'est transformer votre théorie en une théorie non réfutable, donc non scientifique. » Par exemple, David Merritt, qui est un astrophysicien, qui a écrit un article qui s'appelle Cosmology and Convention, qui dit que le rajout de la matière noire dans le modèle du Big Bang, c'est quelque chose qui rend cette théorie une convention, c'est-à-dire en fait une théorie qui n'a plus aucun lien avec les observations, qui ne peut plus être réfutée. Donc c'est plus scientifique. Et il a écrit d'ailleurs récemment un bouquin qui s'appelle Philosophical Approach to Monde, monde étant la théorie, il me semble, une théorie concurrente, alternative à celle de la matière noire. Et donc vous retrouvez ça à chaque fois qu'il y a une extension du modèle du Big Bang, vous avez des gens qui vous disent « Attention, vous êtes en train de rajouter des hypothèses auxiliaires qui ne sont pas elles-mêmes réfutables et qui rendent le modèle du Big Bang non réfutable. Il est temps d'abandonner ce modèle. Il est temps de chercher des alternatives parce que là, c'est plus de la science empirique que vous faites. » Et puis vous avez aussi des gens qui vous disent « Ok, oui, c'est vrai, on utilise des hypothèses auxiliaires, et alors ?» C'est très bien aussi d'utiliser des hypothèses auxiliaires, on en a besoin, tant que ces hypothèses auxiliaires ont elles-mêmes un pouvoir prédictif. C'est par exemple ce que dit Andrew Liddell, un cosmologiste écossais. Il dit la théorie de l'inflation comme théorie le modèle de l'inflation comme origine possible des structures dans l'univers est fortement prédictif. L'inflation comme origine des structures est donc une science de prédiction et d'observation, méritant un examen détaillé. Pourquoi ? Parce que la théorie de l'inflation n'est pas utilisée juste pour résoudre les problèmes du Big Bang, elle est aussi utilisée aujourd'hui pour prédire la forme caractéristique des anisotropies du fond diffus cosmologique, notamment par exemple leur invariance d'échelle. Donc du coup, voilà, la théorie de l'inflation serait une théorie qui mène à des prédictions qui ferait progresser la science. Ces scientifiques, ils sont, sans trop le savoir, mais ils sont lakatoshiens, c'est-à-dire qu'ils suivent ce que disent Imre Lakatos, qui est un philosophe disciple de Popper, mais un disciple dissident, et qui écrivait dans la méthodologie des programmes scientifiques que, en fait, une théorie scientifique, elle est toujours composée de deux parties. Un noyau dur, qui sont des hypothèses irréfutables. Donc, par exemple, ça va être les lois de Newton, les trois lois de la dynamique de Newton et la loi de l'attraction universelle. On a des hypothèses qu'on ne remet pas en question quand on adhère à une théorie scientifique. Et autour, on met des hypothèses auxiliaires. Ces hypothèses auxiliaires sont absolument indispensables, parce que c'est elles qui permettent d'appliquer ces lois fondamentales à des phénomènes concrets, à des systèmes réels. On a besoin d'hypothèses auxiliaires, on ne peut pas s'en séparer. Donc il y a toujours une part irréfutable en science, et il y a toujours des hypothèses auxiliaires. Mais alors, comme Lakatos est quand même quelqu'un qui est quand même un disciple de Popper, il dit c'est pas pour ça que n'importe quelle théorie est scientifique. Attention, une théorie est scientifique que si les hypothèses auxiliaires qui lui sont rajoutées, qui sont dans son glacis protecteur, une hypothèse est scientifique, enfin une théorie scientifique, que si le glacis protecteur est constitué d'hypothèses qui permettent de faire de nouvelles découvertes, de nouvelles prédictions. Et donc quelqu'un comme Andrew Liddell, en fait, sans s'en rendre compte, est en train de dire, mais oui, moi, je suis bien en train de défendre une théorie scientifique. Pourquoi ? Parce que l'hypothèse auxiliaire de l'inflation, elle mène à de nouvelles prédictions. Et si elle ne menait pas à de nouvelles prédictions, si elle était à la traîne des faits, alors là, ce ne serait pas une hypothèse scientifique. C'est ce qui arrive avec le climato-scepticisme, par exemple. Le climato-scepticisme, c'est une succession d'hypothèses auxiliaires pour expliquer que finalement, oui, l'augmentation de la température moyenne terrestre, c'est dû à autre chose que l'activité humaine. Et à chaque fois, il rajoute une nouvelle hypothèse pour rendre compte des observations à chaque fois qu'il y a de nouvelles observations. Donc du coup, en gros, pour en terminer, voilà, aujourd'hui, on a une situation où il y a une concurrence entre plusieurs modèles, plusieurs définitions de ce que c'est que la science. Vous avez des scientifiques, des cosmologistes qui vont être du côté du critère de démarcation de Popper et qui vont donc considérer qu'il y a un certain nombre d'extensions du modèle du Big Bang qui ne sont pas légitimes, qui sont irréfutables et qui rendent le modèle de Big Bang irréfutable. Vous en avez d'autres qui sont plutôt proches de Lakatos, sans forcément le savoir, hein, comme Andrew Liddell. Et puis, vous en avez d'autres qui disent, bon, là, on arrête maintenant, avec toutes ces histoires de philosophes.
c'est aux scientifiques de définir eux-mêmes et elles-mêmes ce que c'est que la science. C'est quelqu'un, par exemple, comme Susskind, Leonard Susskind, qui dit ça. Hein, tout au long de ma longue expérience scientifique, j'ai entendu l'expression irréfutable jetée à la face de tant d'idées importantes que je suis incliné à penser qu'aucune idée ne peut avoir de grand mérite sans s'attirer ce genre de critique. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. La science, ce sont les bœufs qui tirent la charrue de la philosophie. Autrement dit, c'est à nous, les scientifiques, de définir nous-mêmes ce que c'est que la science et la démarcation entre science et non-science. Si vous avez déjà entendu Aurélien Barraud parler du multivers, c'est à peu près la même chose qu'il vous dit. Il vous dit, c'est à nous, scientifiques, de définir les critères de ce qui est scientifique. C'est très intéressant, hein, je suis tout à fait pour ça. Le problème, c'est que ni Susskind ni Barraud ne vous donnent au final une définition de la science, et un critère de démarcation. Donc c'est très intéressant, ils nous amènent au milieu du gué, mais ils ne nous font pas traverser la rivière. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'avoir un critère. Je pense vraiment qu'on a besoin, en science, mais aussi en tant que société, dans le débat public, on a besoin d'avoir un critère de démarcation. Même s'il est flou, même s'il est vague, même s'il évolue. Et je pense que ce qu'on a bien vu avec le débat sur, avec la crise sanitaire et un certain nombre de débats un peu pourris qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que en tant que société, pour avoir un débat public éclairé et qui se norme lui-même, et donc qui n'ait pas besoin d'être normé de l'extérieur par une forme de censure, on a besoin d'avoir, de manière assez claire, un ou plusieurs d'ailleurs, critères de démarcation. Donc c'est très bien d'appeler au fait que ce soit les scientifiques eux-mêmes et elles-mêmes qui font ce critère de démarcation, mais du coup, mettez-vous-y. Faites-le, parce qu'on en a besoin. En tant que société démocratique, quoi. Pas simplement, je pense qu'on en a besoin aussi dans le domaine de la science, mais aussi en tant que société démocratique. Voilà, donc je conclue très rapidement. Voilà étaient les différents candidats que je vous ai proposés pour dire quand est-ce que la cosmologie et comment la cosmologie est devenue une science, soit dans l'Antiquité, mais alors vous devez accepter qu'une histoire discontinuiste des sciences, soit 1917, mais alors c'est quand même un peu compliqué, vous êtes obligé d'accepter que ce n'est pas vraiment un paradigme qui s'installe, mais plutôt une controverse qui s'installe en 1917, soit en 29, qui correspondra assez bien à la conception classique de la science. Mais bon, on a bien vu qu'il y a une longue controverse qui suit en fait 1929, qui suit le premier paradigme, ce qui est un peu bizarre. Soit 1965, avec le Big Bang, mais là, vous êtes obligé de dire que la cosmologie, c'est une science pluraliste. Et même si la cosmologie est une science, ça reste une science dont le statut est très fortement débattu, très fortement discuté. C'est pour ça que c'est un objet très intéressant pour un philosophe des sciences comme moi. Voilà, je voulais parler aussi un petit peu de tout ça, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous parler de la tension H0 et puis de différentes interprétations de la cosmologie, mais en fait non, je vais d'abord vous remercier Frédéric et Sylvie à nouveau, Georges Élise, Julien Grain, Christian Marinoni, qui sont des cosmologistes avec qui j'ai pu échanger et travailler, Chantal Balkowski, Mathieu Pouèche, David Vasgabo, qui travaillent à l'Observatoire de Paris et qui m'ont beaucoup aidé et formé, et puis bien évidemment mes élèves et mes proches qui supportent que je m'intéresse à des théories aussi bizarres et souvent réfutées. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci Gauvin pour cette présentation très très intéressante et très vivante. J'écoute les questions. Merci Gauvin. Merci beaucoup pour ta présentation. Je suis très touché et ému. En fait, c'est un sujet qui me passionne depuis quelque temps. Là. Pour moi, c'est une grosse remise en question personnelle et du coup sur cette discipline. Et j'en étais arrivé à une conférence qui ressemble à la tienne, mais dont le propos est très différent en fait. Et je suis en train d'essayer d'écrire tout ça. Et en faisant des recherches, j'étais tombé sur ta vidéo où tu présentes ton bouquin là. Et justement, je pensais te contacter, donc si on peut parler. Avec grand plaisir. Mais moi, il me semble qu'en fait, il y a une grande confusion assez généralisée sur. Il me semble que si on se mettait d'accord vraiment sur les définitions de l'univers, de la science, comme tu dis, c'est très important de le faire aujourd'hui. Presque, on serait tous d'accord, même les scientifiques. Et je pense que c'est une espèce de grande confusion sur les définitions et qui ressemble à une espèce de double pensée. C'est comme ça que je l'interprète. Parce que si on veut voir dans les yeux un physicien aujourd'hui, on le regarde dans les yeux et on lui dit « mais là tu viens de parler de l'univers, mais est-ce que quelqu'un a observé l'univers ? Qu'est-ce que tu entends par univers ?»
finalement, il va reconnaître, ou elle va reconnaître, finalement, ça n'a pas été vraiment observé. Enfin, je peux pas détailler là tout le raisonnement auquel je suis arrivé, mais il me semble qu'il y a une grande confusion sur les définitions. Même, il me semble que dans ta présentation, j'ai décelé ces ambiguïtés et qui, à mon avis, sont très intéressantes parce qu'elles disent beaucoup sur notre culture et notre héritage culturel. Bon, tu l'as dit, notre introduction. Je pense que Galilée, bien sûr, a un rôle très important, moi malgré lui, hein, pas parce qu'il a affirmé des choses, mais le personnage de Galilée qui sont les personnages historiques. Et tout ça a conduit à des confusions qui aujourd'hui disent beaucoup sur notre culture. Moi, en un mot, je considère de scientiste, en fait. C'est-à-dire qu'on a placé la science à la place de la religion. Ça peut choquer beaucoup de gens ici, peut-être toi aussi. Mais enfin, moi, c'est dans ta présentation, je vois très clairement aussi. Voilà. Il faudrait qu'on en discute peut-être. Je peux détailler ça dans une autre conférence. J'essaye de l'écrire, mais j'ai un travail en cours. Je suis tout à fait ravi d'en discuter avec toi après. Et effectivement, c'est des questions qui sont très intéressantes. Et la question de la définition de l'univers, c'est une question qui est loin d'être triviale. Je suis tout à fait d'accord. Qui est extrêmement complexe. Et c'est facile de se dire, on est tous d'accord que la cosmologie, c'est la science de l'univers, mais ça consiste à mettre sous le tapis la difficulté. Qu'est-ce qu'on appelle précisément l'univers? Est-ce que c'est un objet de science? Est-ce que c'en est pas un, etc. Bon, moi, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai quand même une position qui est assez là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'attribuer à l'univers moins de réalité qu'à d'autres systèmes physiques. Mais, attention, un système physique, la réalité d'un système physique, c'est pas aussi simple que quelque chose qu'on peut toucher, manipuler, etc. Un système physique, c'est aussi une construction conceptuelle, etc. Je pense qu'on retrouve les mêmes choses quand on construit conceptuellement l'univers. Bon, je pense qu'on en reparlera après, mais après le lien que ça a avec le scientisme, etc. Enfin, pour en discuter, mais ça me semble important. Moi, je suis, en termes de philosophie des sciences, je suis anti-réaliste. C'est-à-dire que je ne pense pas que la vérité soit forcément l'objet de la science, ni que la science soit forcément la seule détentrice de la vérité. Au sens, en tout cas, de vérité comme adéquation entre le discours et la réalité. Je considère comme un sceptique, en fait, en termes de philosophie des sciences, pas comme un scientiste. Mais après, c'est peut-être mieux qu'on en discute après tous les deux. Moi, je ne voulais pas te passer de scientiste. Mais quand même, je pense qu'il y a une certaine... Dans ce que tu présentes, ça ressort quand même un petit peu, je pense. C'est notre culture, en fait. C'est très difficile de s'en détacher. Ah bah, nous sommes les héritiers de la révolution scientifique. Nous sommes les héritiers de ce moment où, effectivement, il y a eu une transformation et où le discours vrai par excellence, qui était la théologie, a perdu son monopole, non pas sur l'ensemble des discours vrais, mais sur les discours vrais sur la nature. Effectivement, Galilée, la théologie doit enseigner comment on va au ciel et non comment vont les cieux. Enfin voilà, c'est ce moment-là assez crucial. Mais bon, il y a trop de choses pour en reparler. Au sujet de l'intervention précédente, je suis un peu étonné de voir ou d'entendre devant un discours tel que celui qui a été entendu tout à l'heure, et je remercie donc le conférencier pour cela, d'entendre une chose, une interrogation du genre ce discours paraît scientiste et finalement s'éloigne de la religion, qui est une autre façon d'atteindre. Personnellement, c'est peut-être probablement lié à mon âge, j'arrive difficilement à me satisfaire. Alors j'ai mal compris. Mais enfin, je voulais simplement dire qu'à propos de la définition de la science, je remercie le conférencier d'avoir tenté une définition de la science. J'ai regretté l'absence de mots, tels que l'universalisme. Pourtant, en science, que ce soit la science de la cosmologie ou la science de Galilée, la science des phénomènes terrestres, finalement, on établit des lois, et ces lois, on leur donne un caractère universel. Ce que je n'ai pas
cet universalisme-là, je n'ai pas entendu, je l'ai regretté, peut-être que ça m'a échappé. Donc, je pense que c'est une caractéristique de la science. Je pense à un texte de je ne sais plus quel philosophe qui a dit l'histoire de la science a une caractéristique, c'est une histoire jugée. Autrement dit, quand on me parle de l'histoire des phénomènes de la science, eh bien, j'estime cette histoire-là à la lumière des lois actuelles, qui sont des lois testées de multiples façons, vous savez bien. Et donc, je regrette ça. Je regrette cette absence de mots. Et alors, quand j'ai entendu la citation de Aurélien Barraud, alors que je connais, eh bien, Aurélien Barraud, c'est le contraire d'un universaliste. Et il a écrit, il a développé, autrement dit, Aurélien Barraud, lui, considère qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la vérité. Moi, je pense que la vérité est essentiellement scientifique. Il suffit que je m'intéresse à l'histoire de la science et de m'apercevoir que tous les modèles qui ont été proposés jusqu'à présent sont des modèles qui se sont effondrés. Et quand j'écoute avec intérêt ce que vous avez dit à propos de nos anciens qui ont considéré que le mouvement naturel était le mouvement circulaire, c'est une faute. Le mouvement le plus simple n'est pas le mouvement circulaire uniforme. Ça leur a plu, mais je comprends, hein, j'aurais probablement fait moins bien à l'époque. Mais le mouvement le plus simple, c'est le mouvement rectiligne uniforme. C'est ça le mouvement le plus simple. Et d'ailleurs, on atteint vite l'infini avec ça. Tandis qu'avec le mouvement circulaire, c'est un mouvement qui est commode pour l'analyse de choses que l'on observe. Mais vous comprenez que je ne peux pas, moi, accepter une construction qui ne tient pas compte de la pensée moderne de la science qui date de Galilée. Et là, ce n'est pas du scientisme que je fais. Là, je fais une analyse que je considère comme scientifique, la seule qui me paraît intéressante. Donc, voilà le commentaire que je voulais faire là-dessus. Donc, je vous remercie. Parce que le sujet est quand même majeur. Indépendamment de, Il y a une question en ligne. de la technique. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Il y a une question. Il y a une question en ligne, alors on va essayer de sortir de. Je peux. Oui. Allons-y. Répondre un truc. Je vais répondre, non. Ce que je veux dire, c'est que, rapidement, sur ce que je veux dire, je vous remercie beaucoup. Oui, alors la question universaliste, très bonne question. C'est vrai que c'est un angle que je n'ai pas du tout abordé. Allô, allô. Mais juste sur l'histoire des sciences, c'est un vrai enjeu de débat entre historiens des sciences. De savoir est-ce qu'on fait une histoire rétrospective des sciences à partir de nos connaissances actuelles, ou est-ce qu'on fait une histoire des sciences qui selon les critères de l'histoire en général, qui est de savoir, on essaye de regarder les sciences, les découvertes de l'époque avec les yeux des contemporains. On n'aboutit pas forcément à la même histoire des sciences. Et ce que je veux dire, c'est que, en gros, il faut voir ce qu'on va chercher dans l'histoire des sciences. C'est un peu comme dans l'histoire militaire. Si vous êtes un militaire, en général, vous allez regarder l'histoire des batailles comme des leçons. Donc vous pouvez tirer un certain nombre d'enseignements. Si vous êtes un historien qui n'est pas général, qui n'est pas militaire, qui va regarder l'histoire militaire à partir d'autres facteurs qui vont être des facteurs plus externes, la technologie, la politique, l'économie, etc. Et on ne va pas aboutir à la même histoire, par exemple, je ne sais pas, de l'épopée napoléonienne, quoi. Et c'est un peu la même chose avec les sciences, quoi. Si on regarde ça en tant que scientifique, on ne va forcément pas avoir forcément la même histoire des sciences que quand on regarde ça en tant qu'historien ou historienne. Et voilà, et moi je suis bien emmerdé parce que j'ai le cul entre les deux chaises, quoi. Et j'essaye de regarder ce qu'il y a de bien dans les deux, dans cette histoire internaliste et cette histoire externaliste des sciences, en essayant de montrer qu'il y a quand même des compatibilités entre les deux. Question. Donc, on a une question des doctorants du CNRM. Allez-y. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, il faut que j'ouvre. Vous m'entendez ou pas? Allô, allô, vous m'entendez? La scène, je vous ai je ne sais pas comment. Vous entendez, mais nous, on ne vous entend pas.
Ah là là. Ah, est-ce que vous m'entendez? Allô? Attendez, hein. Je pense que voilà. Je fais ça. Allez. Voilà. Je pense que là. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? Allô? Oui, oui, on vous entend. Merci, pardon. Du coup, ma question c'était est-ce que enfin, vous dites que la cosmologie a connu une renaissance après un long hiver, en gros, qui démarre avec Galilée et Copernic. Est-ce que c'est pas un phénomène un peu analogue qui se passe à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, dans le sens où, pour faire un peu le matériau de la science, c'est-à-dire avoir des observations qu'on va confronter aux théories, donc un peu le cas de Popperien, ou même, pardon, je ne me rappelle plus le nom du disciple de Popper. Voilà, merci. Et ben, est-ce que tout simplement le matériau des observations commence pas à manquer? C'est-à-dire que au moment où Galilée dit les étoiles sont très très loin, il n'a pas vraiment les moyens de vérifier sa théorie. Et est-ce que c'est pas un peu la même chose qui se passe quand on dit il y a de la matière noire, on peut inférer qu'elle existe, par contre on ne sait pas du tout la caractériser parce qu'on n'a strictement aucun moyen de la détecter. Et finalement, est-ce que cette question de la scientificité, elle ne revient pas que parce que en fait c'est une science qui s'attaque à des problèmes dont on n'a pas les moyens de tirer des observations, quoi. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'est bon? Oui. C'est passionnant, merci, c'est une super question, très intéressante. Encore une fois, je suis désolé, je vais répondre avec un paradoxe plus qu'avec une réponse directe. D'un côté, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre d'hypothèses, comme l'hypothèse du multivers, par exemple, ou l'hypothèse de l'inflation, d'ailleurs, et de CDM, de la matière noire, où on a l'impression qu'on n'a pas les observations suffisantes pour trancher ce qu'on appelle la sous-détermination empirique des modèles, le fait qu'il y ait plusieurs modèles concurrents qui rendent à peu près aussi bien compte des observations. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de données en cosmologie qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant. Et la cosmologie a vraiment atteint le statut de science riche en données. Et c'est assez intéressant, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de la tension H0. Parce que la tension H0, on peut voir ce phénomène. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des mesures de H0, des mesures locales et des mesures cosmologiques qui ne sont pas en accord. On peut le voir comme le signe d'une crise imminente de la cosmologie, mais ça peut être tout à fait valable. Mais je pense que ça montre aussi à quel point la cosmologie est devenue une science mature. Parce qu'elle est capable d'avoir une tension. Et comment on fait pour avoir une tension? Il faut qu'on ait différentes méthodes de mesure du même paramètre, et que ces différentes méthodes de mesure, on les considère comme étant fiables. Et vous avez plein de méthodes de mesure en ce moment du paramètre H0. Là, j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a plein. Donc, j'ai à la fois envie de vous dire, vous avez parfaitement raison, effectivement, on manque de données sur certains objets, et en même temps, on n'a jamais eu autant de données en cosmologie. D'où ce statut un peu bizarre de la cosmologie actuelle, que certaines considèrent comme étant un statut de crise imminente. Voilà, va y avoir une crise de la cosmologie, c'est évident, il y a des anomalies qui apparaissent dans le modèle du Big Bang, etc. Mais moi, j'ai bien envie de caractériser, non pas comme le signe d'une crise imminente, mais plutôt comme un état de fait qui est assez récurrent, en fait, dans l'histoire de la cosmologie, qui est qu'on a des observations et en même temps, on a des hypothèses qui sont tellement spéculatives qu'on n'a pas les observations nécessaires pour trancher celles-là. Et je vois qu'à la fin du bouquin qui va apparaître, là, que j'ai écrit, je dis, finalement, en fait, c'est peut-être qu'on est dans une science qui est en révolution permanente. Alors, c'est pas que mon côté trotskiste qui parle ici, hein, c'est l'idée que la cosmologie est une science où il y a toujours des hypothèses alternatives, toujours des hypothèses spéculatives, et il y a du coup toujours aussi des débats philosophiques. Et donc, oui, elle est en crise perpétuelle, quoi, la cosmologie, en révolution perpétuelle. On ne trouve pas ce cycle que décrit Thomas Kuhn entre de la science normale, puis une des phases révolutionnaires, puis à nouveau de la science normale. Merci beaucoup pour la question, c'est une remarque qui est très intéressante et vraiment très... je vais garder bien quelque part. Bonjour.
Ça marche là? Oui, alors c'est la première fois que je cite quelqu'un qui s'intéresse aux sciences, à la physique, et qui est du côté philosophique. Parce que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre la problématique, alors, où je fais de la philosophie sans le savoir. Alors, je voudrais, pour respecter une démarche dans les sciences, c'est essayer, dans toutes les sciences, on cherche à définir des invariants. En l'occurrence, là, du point de vue vocabulaire, je voudrais quand même préciser, me semble-t-il, qui fonctionne dans toutes les sciences, c'est que dans toutes les sciences, il n'y a pas de notion de vérité. Les mathématiciens, effectivement, ont des raisons de parler de vérité. Encore, c'est pas la même que. Dans les sciences, on ne fait que des modèles. Et donc, toutes les sciences font des modèles. On fait un modèle de ce qu'on observe, des expériences. En anthropologie, quand les anthropologues étudient toutes les petites sociétés qui cherchent à regarder les différences, les invariances, etc., donc ils font des modèles. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment, à mon avis, éviter. Ça fait des dégâts, finalement, parce qu'après, ça fait, du point de vue, comment dire, dans la vie courante, il y a la vérité et vous devez faire ceci. Hein, ça, c'est grave. Les sciences font des modèles et les sciences évoluent. Quand vous parlez de la cosmologie, comme je vais tutoyer votre collègue d'une certaine manière, quand tu parles de la cosmologie, tu vois des tensions, etc. Mais dans toutes les sciences, et depuis tout le temps, c'est la règle du jeu, on progresse pas à pas, par contradiction, il y a des spasmes, ça bouge pas, puis à un moment ça s'engueule, etc. C'est toujours comme ça. Donc, c'est un petit peu la première chose. Après, j'aurais plein de choses, il a fallu intervenir. Je suis physicien théoricien quand même, donc je connais quelques petits trucs là. Factuellement, du point de vue historique, quand même, la constante lambda. Il faut bien voir un peu comment le problème se pose aujourd'hui. Le problème, la constante lambda qui est introduite. Alors, première chose, avant, la relativité générale, ce qu'il faut voir, c'est un modèle. Et ce modèle, ce qu'on sait du modèle, c'est une approximation à basse énergie. Donc, il ne faut pas prendre, des équations d'Einstein comme une espèce de vérité. C'est un modèle, et c'est un modèle de basse énergie. Ça veut dire que quand on monte en énergie, il faut peut-être modifier des choses. Question ouverte. Le problème, factuellement, pour la constante cosmologique, c'est que le problème à l'époque, il y avait une régression de l'univers quand Einstein fait son calcul, et à l'époque, le contexte, on n'imaginait pas que l'univers évoluait. Donc il a introduit empiriquement un terme qui doit respecter une invariance du produit tensoriel, lambda GIJ. Alors, ce qui est assez marrant, effectivement, c'est, comme il le dit lui-même, c'est la plus grande erreur de ma vie. Pourquoi? Parce que la solution est instable. C'est une solution instable. Et après, alors ça revient dans les débats aujourd'hui, c'est très intéressant, parce qu'avec l'observation de l'accélération de l'univers dans un cadre d'un modèle, on introduit cette constante lambda, tout à fait justifiée, il n'y a rien à dire, sauf que le débat aujourd'hui, justement, entre Aurélien Barraud, par exemple, que tu as cité, et les autres, c'est que cette constante topologique n'a aucune raison de correspondre à de la matière. Ça, c'est une question. Voilà. Bon, j'aurais plein de choses. Une petite, alors, parce que je laisse tout le monde parler, parce que sinon, je vais, dans 2 heures, je tiens un micro. Si tu veux, on peut parler après. Problème, par exemple, l'histoire. Il y a un truc que je dis, on parle de l'histoire, de la description des mouvements circulaires, des épicycles. C'est quand même étonnant parce que dans toutes les sciences aujourd'hui, quand on décompose n'importe quoi, les nombreux premiers, un mouvement, tout ce qu'on veut, on les décompose en morceaux. Les décompositions de nombreux premiers, on les décompose sous la forme de facteurs. Ce que fait dans la tradition grecque, effectivement, les 2 objets fétiches, c'est effectivement la ligne droite et le cercle. Et on a parfaitement le droit, aujourd'hui, scientifiquement, de décrire, on pourrait le faire, on peut décrire un mouvement quelconque, aujourd'hui, par des combinaisons de cercles. Alors ça paraît complètement idiot. Non, c'est le même principe que ce n'est pas opportun, mais c'est pas ça qui est critiquable dans la démarche de Ptolémée. Ce qui est critiquable, c'est prendre le risque que la Terre est le centre de l'univers. Alors, ce n'est pas écrit dans la description du mouvement. On fait un petit peu
faut faire un petit peu la différence quand on critique Ptolémée. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a plein de choses. C'est toujours intéressant d'avoir justement c'est intéressant, toi tu dis, il n'y a pas de vérité en science. Il y a que des invariants, il y a que des modèles. Moi, je suis assez d'accord en fait, avec ça, mais je peux juste te dire que en parlant avec des scientifiques de plein d'horizons différents, c'est quelque chose que j'entends très souvent de la part d'astronomes, de physiciens théoriciens, etc., ou de physiciennes. Beaucoup moins quand tu vas parler à des biologistes, quand tu vas parler à des planétologues. Enfin, la conception, l'approche de la vérité, du mot vérité, tu vois, tu dis il n'y a pas de mot vérité en science. Il n'y a pas de mot vérité dans les théories scientifiques, effectivement. Tu n'as pas besoin de mot vérité pour écrire une théorie scientifique, mais tu as quand même des scientifiques qui l'utilisent très souvent et qui vont avoir un certain concept de vérité. Bon, lequel c'est, ça c'est discutable. Ce que tu dis par contre sur les modèles et sur le fait qu'il y a des contradictions, etc., c'est exactement ce que oui, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce que je voulais dire avec la tension H0. Le fait qu'il y ait une tension, c'est la preuve qu'on est bien dans de la science. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sciences et que ça fait avancer les... C'est standard, ça, cette situation. C'est une situation assez standard et on aurait rêvé en 1929 ou 1930 d'avoir une tension. Ça voudrait dire qu'on avait eu suffisamment de données pour avoir des tensions. Donc, mais on n'en avait pas. Donc la tension, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour terminer, sur Ptolémée, etc., je ne suis pas du tout un spécialiste de l'astronomie antique. Je lis pas le grec, je lis le latin, mais que quand je suis bourré. Donc je vais pas développer trop là-dessus parce que je ne suis vraiment pas du tout un spécialiste. Mais je pense qu'effectivement, on choisit de décrire les choses avec une combinaison de mouvements circulaires uniformes. Finalement, c'est pas plus stupide que quand au 19e siècle, on disait on va choisir de décrire tout avec des équations différentielles. C'est juste une manière de formaliser et de théoriser. Et c'est... oui, pour moi, c'est quelque chose qui est assez cohérent de dire ça. Après, il y a la question du géocentrisme et l'héliocentrisme, qui là est un problème encore différent. Tu as tout à fait raison, puisque d'ailleurs, Copernic ne rompt absolument pas avec l'astronomie antique. Il continue à tout penser en termes de cercles et de mouvements circulaires uniformes. Juste, il dit ça marcherait mieux si on mettait le Soleil au centre. Et là, il ne le met pas vraiment au centre. Donc, merci beaucoup. Et si vous pouvez avoir le temps d'échanger après, j'en serais absolument ravi. C'était passionnant. On va écouter. Je peux juste faire une petite parenthèse. Non, là, c'est terminé. Non, mais je crois que c'est terminé, là. Non, il faut qu'on s'arrête vraiment. Il y a des doctorants qui